Je suis Claude Fabrizi. Je vous présente Laurent Savio. On est donc les deux associés du bureau Savio-Fabrizi. Je vais commencer par vous présenter quelques objets. En tout, on en a 8 ou 9, je ne sais pas. Je vais passer la parole à Laurent ensuite. Simplement pour... je crois que Jean-Paul a tout dit concernant notre présentation. Si ce n'est que, voilà, on est un bureau, je vois qu'il y a 2-3 collaborateurs qui sont là. On a un bureau de 15 personnes. Ça fait bientôt 20 ans qu'on travaille à Sion. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire. Effectivement, on a beaucoup de projets, on aime bien travailler dans plein de domaines différents, sur plein de sujets divers et variés. Et puis ce soir, on va vous faire une présentation sur le thème de l'idée unique et pérenne. C'est un concept qu'on a élaboré avec Yves Dreyer quand il a écrit les textes de la publication du livre Edibus aux éditions Quart Verlag. En fait, on a fait pratiquement une psychanalyse avec lui, puisqu'on a dû parler de notre travail, ce qui n'arrive jamais. En général, on est dans l'action, les deux, on travaille, on réfléchit pas, et puis, vous êtes d'accord. Et puis, on prend rarement du recul. Et c'était assez sympa avec Yves Dreyer, qui a joué le rôle de l'auteur dans ce livre, de prendre un peu le temps d'analyser le travail. Et puis, c'est une phrase qu'il a sortie, qui est devenue un peu un gimmick comme ça chez nous, c'est de dire, ben voilà, ce qui caractérise notre travail, c'est de partir d'une idée forte qui finalement résout les contraintes ou la problématique ou l'enjeu du projet. Et puis, au travers de toutes les échelles du projet et durant toutes les phases de travail, cette idée, elle nous sert comme fil conducteur. Et puis, on la pérennise en la traitant, en la matérialisant jusqu'au bout du projet. Voilà, c'est un peu la structure de notre présentation. Ça va être un peu comme ça le leitmotiv des projets qu'on a choisis. On commence par le bâtiment de nos bureaux qui a été construit en 2015. Voilà, du coup, il faut que je me remette un peu dans le truc. Construit en 2015 dans la zone des Roncos, c'est une zone industrielle qui est au sud de la gare de Sion. On était sans bureau fixe à un moment donné, donc il a fallu qu'on construise un bâtiment pour nos propres besoins. On a trouvé une parcelle qu'on trouvait intéressante parce que de base, c'était un jardin. Il n'y a pas de pointeur. C'était un jardin qui était implanté au milieu d'une zone industrielle. Il y a un vendeur de pneus, il y a un peintre en bâtiment. Enfin voilà, on est dans un contexte très industriel. Mais le propriétaire, Jean-Luc, il tenait beaucoup à son verger et à son potager. Et puis on trouvait aussi que l'enjeu, c'était de trouver le moyen d'habiter à l'intérieur de cette friche industrielle pour implanter des bureaux. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que l'idée forte de ce projet, c'était de dire, et si on installait ces jardins sur la façade du bâtiment, sur différents étages, au moyen de végétation qui serait plantée dans des pots installé comme premier plan, comme filtre entre l'espace de travail privatif et puis le contexte urbain. Concrètement, ça devient un bâtiment qui fait 250 mètres carrés par étage, hyper modulable, avec un noyau central qui sert de distribution verticale, ascenseur, escalier, des WC. Et puis ce plan libre, il peut à loisir être cloisonné, séparé. Et puis il est équipé de coursives et de balcons sur les trois faces est, ouest et sud. Et c'est sur ces coursives qu'on installe la végétation. Donc c'est 4 étages identiques avec une entrée de plein pied à l'est sur un espace d'accueil avec des balcons. C'est les seuls espaces qui sont accessibles, c'est sur ce grand porte-à-faux de 4 mètres. Ça, c'est l'image du bâtiment, c'est la façade principale quand on arrive. Donc en plus d'installer de la végétation, on a installé des arbres sur différents étages, sur 2 étages, qui créent un peu des relations spatiales entre les différents occupants du bâtiment. Concrètement aussi, pour alimenter cette idée de végétation sur la façade, on a été encore plus loin, on a dessiné nous-mêmes on a dessiné nos propres bacs à fleurs avec l'entreprise Eternit qui les ont fabriqués. Donc c'est devenu aussi un modèle qu'on a décliné de différentes tailles. Ça nous a permis d'agrémenter ces balcons avec différentes tailles de pots.
Entre parenthèses, c'est devenu un objet du catalogue Eternit qui s'appelle le pot Ronco. C'est assez drôle. Ils ont aimé, puis voilà, ils ont gardé le modèle. On l'a décliné en 3 tailles différentes pour accueillir soit des graminées, des plantes plus ou moins grandes ou carrément un arbre. Donc vous avez les 3 tailles de pots qui sont là. Là, on est sur la terrasse qui donne côté est avec vue sur Valère. Et donc ce filtre, ce premier écran de végétation entre l'espace de travail et la zone industrielle comme idée forte du projet. Au centre, dans la cage escalier, du fait que ce soit un élément central et opaque, vertical, on a cherché la lumière zénithale en matérialisant l'escalier avec une tôle perforée de manière à filtrer la lumière et de l'amener jusqu'au rez-de-chaussée. Ça, c'est un exemple d'aménagement du plan, c'est en l'occurrence notre bureau qui est au dernier étage. On voit qu'autour du noyau central, il y a la possibilité d'avoir une circulation. On a fait des sous-espaces avec des boîtes qui contiennent les espaces un peu plus privatifs, comme les salles de conférence, la pause ou la reprographie, un peu l'espace maquette où il y a un peu la documentation. Et puis autour de ces 3 boîtes, ou entre ces 3 boîtes, s'articulent des espaces en open space, un peu, tous en relation, mais quand même décalés et propres à leur propre fonction, que ce soit la réception, l'espace de travail des collaborateurs ou bien celui des chefs. Donc voilà, c'est une des souplesses du plan qui permet aussi, notamment, c'est le cas au 2e étage, d'accueillir un cabinet médical, au rez-de-chaussée un atelier d'un informaticien qui vend des caisses enregistreuses pour les restaurants, ainsi de suite. Une illustration de l'espace de notre bureau avec justement au milieu l'espace de distribution en dur, en béton, et puis ces boîtes qui contiennent les salles de conférence en métal bleu de laminage. Bon, voilà, ça c'est un peu la spatialité générée par ce plan libre, entièrement vitré du sol au plafond sur les 3 façades, structurées par le noyau central et puis là, agencées avec des boîtes. Une dernière vue de l'immeuble avec son entrée, son dispositif d'accueil et puis les 4 étages. Et on voit plus ou moins à l'intérieur que chaque étage est agencé en fonction de l'habitant. Le projet suivant, c'est une transformation d'un bâtiment agricole dans la région de Nada. Donc là aussi, au niveau de l'intervention et enfin déjà, voilà, lecture lecture du bâtiment d'origine. Il s'agit d'un bâtiment agricole. C'est un bâtiment typique qui permet de faire d'alper les troupeaux. Donc c'est une typologie qui est classique, qui est connue. C'est un socle en pierre massif qui qui contenait à l'époque les animaux. À l'arrière, en amont de la pente, une partie aussi en maçonnerie à l'intérieur duquel se trouvait le feu, le foyer. Donc pour des questions de protection contre les incendies, cette partie-là était en dur. Et puis l'habitation en aval, composée d'une boîte en madrier de mélèze. Donc on a voulu mettre en valeur cette typologie qui est propre à ce genre de bâtiment en créant un espace central qui est traversant et qui s'ouvre sur le paysage, comme l'illustre ce croquis d'intention. Concrètement, au niveau du plan, on voit que le bâtiment il se sépare en 3 zones. Donc à l'arrière, on a installé naturellement la cuisine dans cette partie massive. Au centre, un espace, une salle à manger qui a la chance d'être ouverte sur le paysage et même traversante si on ouvre les fenêtres comme espace majeur sur double hauteur. Et puis côté plaine, côté aval, le séjour surmonté d'une mezzanine qu'on voit ici, la double hauteur au centre et puis un dépôt de matériel extérieur pour la partie qui est sur la cuisine. À l'étage inférieur, dans ce soubassement, on a installé une chambre parentale, une salle de bain et puis un local technique.
Toujours dans cette volonté de développer une idée forte depuis les premières intentions jusque dans l'échelle du détail et dans sa matérialité, vous avez ici le détail de la fenêtre coulissante assez minimale qui est installée sur les côtés de cet espace central, avec aussi des volets qui se dissimulent dans la partie en dur du bâtiment. Donc on voit que grâce à ça, quand le bâtiment est inoccupé, on peut lui redonner son image initiale de socle surmonté de cette boîte en madrier. Et puis, lorsqu'on veut entrer, ou disons le dispositif d'entrée est matérialisé ici par ces volets qui se rangent sur le côté et qui laissent apparaître cette ouverture latérale. L'autre intention aussi du projet, c'était de maintenir la substance du madrier d'origine en faisant des ouvertures minimales pour le séjour. Donc, c'est des petites ouvertures horizontales qui cadrent le paysage, qui maintiennent cette homogénéité de la façade. Ici, une vue générale du bâtiment dans sa pente, justement, cette qualité d'origine du bâtiment d'être finement installé dans la pente par ce jeu en escalier du socle qui génère vraiment une proximité sur la courbe qui lui correspond, une proximité d'usage. Vraiment, c'est vraiment un espace qui est en relation avec la pente, d'où aussi l'intention de créer ce vide central. Vide central qui est ici mise en valeur par le fait que la fenêtre et le volet se cachent dans la partie massive à l'arrière du bâtiment. Donc on voit aussi l'opposition et le choix de matérialité qui continue à faire en sorte que cette idée se poursuive tout du long du projet. C'est le fait qu'on ait une quatrième façade de cette paroi en madrier qui s'oppose à une matérialité plus minérale ou plus grise ou disons en adéquation avec le socle. Et puis on est dans cet entre-deux, entre la partie minérale, la partie végétale en bois. Et c'est ça qui est visible ici et qui nous intéressait dans ce geste ou dans cette intention de générer un espace traversant à double hauteur entre le dur et le bois. À l'étage, ce dortoir en mezzanine ouvert, accessible de manière très rudimentaire, avec une échelle très simple et rudimentaire. Et puis à l'arrière, on voit justement ce jeu de cadrage du paysage avec ces petites fenêtres horizontales. L'accès en direction du rez inférieur où se trouve la chambre parentale, et puis une vue sur la mezzanine avec la double hauteur sur l'espace central. Projet suivant, c'est un concours d'architecture qu'a organisé la ville en 2015, sauf erreur, pour la création d'un espace de concert pour les musiques actuelles. Donc actuellement, ça s'appelle le Port-Franc. Ce bâtiment, à la base, c'est un bâtiment industriel des années 60, comme celui-là. Là, maintenant, il a été tout repeint en noir, mais d'origine, c'était un bâtiment vraiment quelconque qui faisait à peu près 1000 mètres carrés et qui était à disposition pour installer le programme de concerts et aussi des salles de répétition pour les groupes locaux. L'enjeu de ce projet, parce que la halle de base est assez grande, était grande, 1000 mètres carrés sur 2 étages, c'était vraiment un vaste espace. Il y avait de quoi faire pour dépenser de l'argent en aménageant l'intérieur du bâtiment. On s'est dit, on va développer une idée très simple, on va agencer ou structurer l'espace avec des conteneurs maritimes, de manière à ce qu'on utilise un matériau qui est solide pour ce genre d'activité, qui a aussi un certain coût
qui a une certaine économicité, puisque c'est des matériaux assez standards, c'est des objets qu'on trouve sur le marché de manière vraiment hyper facile. Et puis, le troisième truc qui nous intéressait, plutôt que de faire des boîtes préfabriquées en bois, c'était l'image, le côté récupération, le côté ancien du container, avec toute son histoire, son voyage et son image assez, comment on peut dire ça, alternative pour une salle de concert. Donc, ça, c'était l'idée de base qui a généré toute l'intention du projet. Programmatiquement, il s'agit d'un grand espace qui était vide, qu'on a structuré de la manière suivante. Sur la partie côté entrée, un élément qui sert de vestiaire, administration, billetterie, un bar, une salle de concert, la scène et les loges. Et puis sur la seconde partie qui est séparée par ce grand mur de containers, eh bien, tous les locaux de répétition à usage des groupes locaux. J'en connais un d'ailleurs. Donc vraiment cette cette cohabitation des deux utilisateurs, que ce soit de manière ponctuelle en week-end pour des concerts ou au quotidien pour les groupes locaux, ces deux utilisateurs cohabitent dans le même espace et sont séparés par cette rangée de containers. Le container maritime, de nouveau pour des questions d'économie, mais aussi surtout pour des questions aussi de fonctionnement, ce sont les seuls espaces dans cette halle qui sont chauffés. Donc c'est le schéma qu'on a ici. On a vraiment réduit les surfaces qui nécessitent d'être chauffées, comme l'administration, les salles de répétition, au strict minimum. Ça fait qu'à la halle, on n'a pas eu besoin de l'isoler, vraiment de la traiter constructivement. Elle est quand même tempérée par les pertes de chaleur des containers, mais aussi par les installations scéniques, puis aussi par le public. Évidemment, il y a 600 personnes dans cet espace. Il n'y a pas besoin de chauffage. Après 1 heure, il fait 21 degrés. Donc, on a réduit au minimum. Et puis, c'était tout un travail hyper précis et compliqué de doubler ces containers de manière à ce qu'ils soient isolés, qu'ils soient phoniques pour éviter qu'on ait une propagation du bruit des groupes à l'extérieur de la halle ou de la scène dans les locaux de répétition. Donc, vraiment, ce doublage intérieur, il a une triple fonction. La première, c'est d'isoler thermiquement, de faire une limite avec le bruit et puis aussi une question feu. Donc, ça nous a intéressé de travailler à l'intérieur aussi du container pour garder cette image du container usagé à l'extérieur. Il y a eu un monstre travail aussi de renforcement des containers, de découpe pour les assembler. Ils font 13 mètres carrés les containers. Donc parfois on a fait des espaces de 25 mètres carrés en les additionnant et puis en faisant un passage entre les deux. On a même fait des grands espaces de 50 mètres carrés. Donc il y a tout un travail d'assemblage, de renforcement et de découpe des containers. Il y a un exemple aussi qui est assez intéressant, c'est la scène. Elle prend place dans ce grand mur de containers qui sépare les deux fonctions du bâtiment. Et puis on a évidé ou éventré, là c'est 5 containers sur 2 niveaux, avec un grand cadre de scène, une coursive à l'arrière qui donne accès sur le grill technique. Voilà, on a essayer d'exploiter jusqu'au bout l'image de ce module de base qui est le conteneur maritime et son image aussi, en plus de son image aussi, ses fonctions spatiales pour, par exemple, là, faire une scène. La maquette du projet aussi pour dire que en plus d'utiliser les caractéristiques d'image et de modularité du conteneur maritime, on a aussi essayé de générer, disons, de travailler la couleur et l'assemblage des containers dans leur mise en œuvre. On s'est rendu compte qu'on a été acheter 50 containers, enfin on s'est fait livrer 50 containers sur place qui venaient d'à peu près tous les ports d'Europe. Et puis à la fin, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser la liberté aux serruriers de les mettre en place comme ils voulaient?
Non, on a essayé quand même de mettre en œuvre et de chercher une certaine logique avec ce dégradé qui va du plus clair au plus foncé en fonction du fait qu'on entre dans le bâtiment, qu'on arrive au bar et qu'on se dirige vers la salle de concert et les loges qui sont avec ce dégradé du plus clair au plus foncé. Voilà, c'était pour dire qu'on a aussi essayé de mettre de l'ordre dans ces boîtes. Là, on est du côté du foyer, c'est-à-dire à l'opposé de la salle de concert, avec un vide sur 2 niveaux où on voit les différentes entrées des salles de répétition. C'est un espace de rencontre, c'est un espace qui sert aussi de coulisses, les soirées de concert où les groupes, on accueille les groupes, on leur sert à manger, ou si c'est une soirée de festival, il y a plusieurs groupes qui se rencontrent. Donc c'est vraiment, il y a une synergie quand même entre la partie des répétitions et la partie des concerts. L'intérieur des containers, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait essayé de concentrer la technique à l'intérieur des containers avec ce doublage isolant thermiquement, et phoniquement et feu. Donc, on s'est dit qu'on allait faire des espaces très neutres pour que ce soit plutôt les groupes qui s'approprient cet espace avec leur déco, leurs instruments, et puis que ce soit plus propice à la création. L'idée aussi du container qui peut se découper, qui peut s'aménager, qui peut se transformer pour devenir, ici on voit le bar à 360 degrés. Donc on exploite aussi la modularité du container maritime jusqu'au bout. On voit qu'on l'a coupé en deux, on en a fait un toit avec un espace de rangement pour le service, des portes battantes au centre. Voilà, on a vraiment essayé d'aller jusqu'au bout du concept. Ça, c'est l'espace qui donne accès à la scène le long de cette paroi de container. Et puis, en situation de concert, l'espace majeur du projet où on peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Bâtiment suivant, c'est le bâtiment Alpôle. Alors, Jean-Paul en a parlé tout à l'heure. C'est un grand projet qu'on vient de terminer il y a quelques semaines. C'est à peu près 30 millions de travaux en l'espace de 24 mois pour accueillir la deuxième antenne de l'EPFL en Valais. Donc, c'est un bâtiment, 3/4 des surfaces, c'est des bureaux. 1/4, c'est des laboratoires. C'est des chaires délocalisées en Valais de l'EPFL de Lausanne qui va faire de la recherche sur les environnements alpins et polaires. Donc, ils sont au cœur des Alpes, ils sont contents. Et puis, je pense que c'est un des bâtiments dans lequel l'EPFL porte beaucoup d'espoir au niveau de la recherche dans le domaine. Donc, il y a des chercheurs qui viennent de tout horizon. À l'origine, c'est un bâtiment industriel qui servait à imprimer le quotidien Le Nouvelliste. C'est un bâtiment des années 90 avec sa propre architecture où on voit qu'ici, on a 3 corps de bâtiment qui représentent 3 fonctions différentes. Au sud, ici, le bâtiment administratif et l'expédition. On avait aussi un imprimeur privé au deuxième et troisième étage. Au centre, la partie plus industrielle où était installée la rotative. La rotative, c'était l'équivalent d'une locomotive. Hein. C'est un objet qui imprime en plusieurs passages le quotidien, avec un poids énorme, une demande en place incroyable en hauteur surtout, puis surtout la particularité que le papier était chargé depuis le dessous. Donc c'est vraiment un plancher posé sur des pieux, des piliers, avec au nord la troisième partie du bâtiment, le stockage du papier et la technique du bâtiment. Donc vraiment une expression architecturale typique des années 90 avec ces 3 fonctions exprimées de manière distincte. L'enjeu du projet, l'idée qu'on a développée ici, c'est de dire, voilà, on est face à un bâtiment qui fait 60 par 40 mètres, à peu près 2500 mètres carrés par étage, avec peu de lumière au centre, évidemment, puisque c'est la rotative, on s'en fiche d'avoir de la lumière.
Et puis comment on amène de la lumière, comment on transforme ce bâtiment industriel pour que ça devienne un bâtiment où on a 10 000 mètres carrés de bureaux et de laboratoires. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme nouvelle image à ce bâtiment par rapport à ce programme? À savoir que de base, quand même, il a une certaine rigueur au niveau de la trame structurelle. Donc ça, c'est les plans d'époque. On voit que c'est construit sur une trame raster de 5 mètres sur 5 mètres. La fameuse expression du raster. Donc on voit que c'est une grille comme ça qui est assez rigide, malgré le fait que ce soit cloisonné en plusieurs parties. Donc on a essayé d'exploiter aussi cette rigidité pour donner une nouvelle image à la façade. Donc il y a deux idées fortes. La première, c'est d'amener de la lumière au centre du bâtiment en vidant la partie qui abritait la rotative et en installant un patio à ciel ouvert pour que les espaces habités soient éclairés naturellement. Puis la seconde, c'est d'exploiter cette trame structurelle, cette rigueur pour installer des fenêtres qui expriment un peu plus la continuité du bâtiment, son côté homogène du fait que ce soit le même programme qui est dans tous les étages. Au niveau du plan de situation, on a donc un bâtiment qui rayonne, un centre évidé pour accueillir un patio qui amène la lumière dans les parties au centre du plan. Et puis une autre particularité qui nous était demandée, c'est un jardin scientifique pour que les chercheurs puissent faire aussi des expérimentations à l'extérieur. Au niveau du plan, concrètement, on a le plan type, le plan d'étage type ici. On voit qu'on a des bureaux ou des laboratoires qui s'installent en périphérie du bâtiment avec un parcours, un couloir qui encercle le patio et puis des grands espaces comme la cafétéria ou des espaces de réunion ou des dégagements comme ça qui sont propices aux rencontres entre les différents doctorants parce qu'on nous a aussi demandé de générer un bâtiment qui était un endroit qui favorisait l'échange entre les chercheurs qui ont plutôt l'habitude d'être des gens qui sont dans leur bulle ou dans leur domaine de compétences. Donc, ce couloir qui ceinture le patio et puis qui se dilate comme ça pour créer des dégagements, eh bien, on pense que c'est les espaces qui sont propices aux rencontres. Donc voilà, ça c'est le plan type. Au rez-de-chaussée, on a un plan plus classique parce qu'au centre se trouvent des laboratoires qui n'ont pas besoin de lumière, de la microscopie électronique, des labos expérimentaux ou de la radiologie. Donc voilà, on a un agencement qui est plus classique avec deux couloirs, des grands labos par contre ici entre 100 et 250 mètres carrés. Donc voilà, c'est un agencement un peu différent. Au niveau de l'image, on voit aussi cette régularité, cette façade à percement beaucoup plus homogène par l'introduction de ces nouvelles ouvertures qui se calent sur la structure du bâtiment. Et puis deux exceptions qui vont mettre en relation la ville avec le patio. C'est la double hauteur de l'entrée et puis une grande loggia aussi qui s'ouvre sur le paysage au sud. Le centre du bâtiment, donc l'ancien espace de la rotative est devenu un patio. On a pu bénéficier de la structure qui était solide pour supporter cette machine d'impression. On a profité de cette structure pour installer un jardin avec une grande épaisseur de terre. Donc ça, c'était assez cool de pouvoir surcharger cette structure. Les espaces de circulation principale avec on est au deuxième étage de l'entrée, donc il y a vraiment cette transparence entre l'entrée et le patio central. La recherche de la lumière à l'intérieur des couloirs par le truchement de ces ouvertures vitrées qui donnent une vue sur les bureaux. Donc vraiment cette transparence et cette recherche spatiale qu'on voit aussi ici dans ces espaces de dégagement que je vous ai montré en plan tout à l'heure sur double hauteur et qui s'ouvrent sur le paysage au sud du bâtiment.
après des laboratoires avec tout son lot de complexité technique qui nous a été demandé de rester apparent pour pouvoir être modifié au gré des besoins des chercheurs ou du changement de professeur. Les espaces de cafétéria qui donnent sur le patio, qui sont éclairés grâce à cette ouverture. Et puis l'image finale de l'entrée avec cette double hauteur, le patio au fond. Et puis voilà, je crois que j'ai fini. Alors, projet suivant. Donc, c'est la nouvelle cabane de Tracuy. Donc, c'est un bâtiment qui est à 3260 mètres d'altitude, qui est l'étape pour les alpinistes qui se rendent au Bisshorn ou au Weisshorn, principalement. Donc, c'est un projet c'était un concours en 2008 et puis ça a été réalisé en 2012 et 2013. Donc c'est un environnement qui est assez particulier. Notre idée de base, c'était vraiment de prendre en compte la topographie et la situation particulière de l'objet. Donc on est vraiment entre le Val d'Anniviers et la vallée de Tourtemagne, vraiment sur cette arête qui marque vraiment cette limite, au pied d'une falaise. Donc on a vraiment décidé de poser le bâtiment sur l'arête de la falaise, à l'endroit où la roche est finalement la moins délitée. Et puis on a vraiment ce bâtiment qui reconnaît cette position. Donc on voit ici en plan de situation la falaise ici et le bâtiment qui est en longueur et qui suit un petit peu cette forme de la falaise. Ici on a les ruines de l'ancienne cabane qui a été démontée à la fin des travaux. On a ici la coupe sur le bâtiment. Donc on voit le côté falaise ici. On a une face qui est particulière, qui reprend un petit peu ce biais, qui est un peu une face différente avec principalement des panneaux photovoltaïques sur cette face. Et puis on voit que le bâtiment, il se pose directement sur le rocher. On n'a pas vraiment de fondation. On se pose sur le terrain existant et on s'adapte avec le bâtiment. On a un peu tous ces niveaux qui sont finalement dépendants de la topographie. En fonctionnement, on a principalement trois niveaux. On a l'espace principal qui est ici, l'espace où on a l'entrée, le réfectoire, la cuisine. En dessus, on a les dortoirs, donc on peut accueillir 116 personnes. Et puis en dessous, on a les locaux techniques, les sanitaires et le stockage. Voilà une coupe un peu plus loin où là, le terrain est un peu plus haut. On a juste principalement deux niveaux. On a un réservoir d'eau. L'idée, c'est aussi de stocker de l'eau pour toute l'année. Donc, on a un réservoir de 35 000 litres. Je vous montre quelques images de chantier parce que c'est vraiment une méthode de construction qui doit être adaptée au contexte. Donc, l'idée, c'est qu'on a peu de temps à disposition et puis que tout ce qui est transporté en hélicoptère. Donc, il faut essayer d'être plutôt léger. Donc, on a essayé de limiter le béton au minimum. Donc, on a juste ces fondations qui sont chaque fois en escalier pour diminuer la quantité de béton. On a quelques éléments comme les niches pour les bonbonnes de gaz qui doivent être incombustibles qui sont en béton. Ici, on a des murs sismiques qu'on n'arrivait pas à faire en bois. Et puis là, on a le réservoir d'eau qui est lui aussi en béton. Il faut juste comprendre qu'on voit une petite machine ici. Ça, c'est une machine comme ça. Pour la monter, elle est démontée en 3 parties, montée avec le plus gros hélicoptère qui est immatriculé en Suisse pour la reconstruire sur place. Puis on se retrouve avec une toute petite machine pour bouger des gros blocs, quoi. Le reste de la construction, c'est des éléments qui sont préfabriqués en bois, donc c'est des ossatures bois, bien sûr amenés par hélicoptère. Et puis ça, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Donc là, on a pu monter la cabane en 9 jours. Donc là, c'est 2 hélicoptères qui tournent simultanément et qui posent une pièce chaque 5 minutes. Donc ça, donc on a un chantier qui a duré en tout une année. On a fait une pause hivernale. Donc ça, c'est à la fin de la pause hivernale. Donc on avait des endroits, des accumulations de neige. Ici, on a à peu près 7 mètres d'accumulation de neige dans les endroits où le vent est soufflé. Voilà, le plan, ça c'est le plan de l'étage principal. Si on veut, on a l'entrée qui se situe ici. Donc l'idée, c'est d'orienter l'entrée côté vent dominant pour éviter les accumulations de neige.
locaux à chaussures, enfin SAS, local à chaussures, la cage d'escalier principale, la cuisine et l'espace du gardien. Et ici, on a le réfectoire, donc qui accueille 120 personnes et puis qui est ouvert sur le sud. L'étage supérieur, on a les dortoirs, donc on voit que c'est ultra efficace. On a des dortoirs de 12 places, des dortoirs de 4 places et puis un dortoir de 24 places. Toujours des lits superposés. Voilà, à l'étage inférieur, on a cage d'escalier, des locaux techniques, le réservoir, les WC et ici tous les locaux qui sont en relation avec la livraison du matériel, principalement du restaurant, enfin la partie restauration qui se fait directement par là. Et l'étage inférieur, on a un système technique pour les WC secs. Donc voilà le réfectoire. Donc c'est construction bois, excepté les poteaux en façade ici qui sont en métal. Et puis l'idée, c'est d'avoir cette ouverture côté sud qui permet d'avoir une vue sur l'extérieur, mais également des gains solaires importants. Donc voilà ce réfectoire avec une partie qui peut se coulisser pour séparer cet espace en deux. Et ici, on voit le principe des dortoirs. Donc vraiment un espace minimal, des lits superposés, le couloir qui lui devait être incombustible, donc il ne pouvait pas être réalisé en bois, donc il est en plâtre, peint en verre, parce que la gardienne ne voyait pas de verre toute l'année, vu qu'elle est là-haut tout le temps, donc elle voulait avoir un peu de verre. Ça, c'est la façade sud. Donc cette façade, elle fonctionne comme un grand capteur solaire. Donc tout d'abord, on a des grandes ouvertures qui permettent d'avoir des gains solaires passifs, et le reste, c'est des panneaux photovoltaïques qui ont été fabriqués sur mesure pour s'adapter à la façade. Donc on a une centaine de mètres carrés de photovoltaïque. Voilà, on voit cette façade. Donc c'est un peu aussi, une façade qui est un peu pour nous particulière, qui a un petit peu l'idée de la continuité de la falaise. Donc on voit ici l'entrée. Ici, c'est la ruine de l'ancienne cabane. On a laissé la trace finalement sur à peu près 1,20 m de haut. Voilà, voir toujours cette trace. Les autres façades, elles sont traitées différemment. Donc c'est une tôle en inox. Également en toiture, l'idée c'était qu'on récupère l'eau de toiture pour l'eau potable. Donc il fallait un matériau qui soit chimiquement stable. Donc on a cette volonté-là. On a également la volonté d'avoir un matériau réfléchissant qui permet de réfléchir un petit peu son environnement et finalement de noyer un petit peu la cabane dans son contexte. Là, les fenêtres sont minimales, donc c'est vraiment juste le nécessaire pour avoir un peu de ventilation et un peu de lumière naturelle, mais pour éviter les pertes thermiques, c'est vraiment des petites ouvertures. On voit ici cette façade avec ce côté réfléchissant. Voilà la face quand on arrive depuis le col de Tracuy. Et ça, c'est l'espace d'entrée avec un petit porte-à-faux qui permet de s'abriter juste avant de rentrer. Et puis on voit toujours cette façade qui finalement varie un tout petit peu avec la lumière. On voit ici le soir avec une lumière un peu, des reflets un peu roses. Voilà. Prochain projet, c'est la transformation d'un mayen sur la commune d'Ayen. Donc ça, c'est l'image, la plus ancienne image qu'on a de ce bâtiment. Donc il a été construit en 1880. Donc c'était un mayen. En dessous, on avait l'écurie et puis une partie habitation dessus. Il a été transformé de manière assez importante en 1980. Donc c'est un peu dans cet état-là qu'on l'a retrouvé, avec notamment un étage qui avait été rajouté pour en faire une résidence de vacances. Donc on trouvait pas beaucoup de qualité dans le bâtiment lui-même. L'intérêt pour nous, c'était son rapport avec l'environnement. C'est dans un environnement avec la nature à proximité, et puis c'est ça qu'on a essayé de mettre en avant.
Donc l'idée, c'était plutôt que de se retrouver dans un bâtiment avec des murs épais et des petites ouvertures, on a essayé de vraiment s'ouvrir sur l'environnement et d'avoir 4 boîtes qui définissent les angles de l'espace et d'ouvrir complètement l'espace jour sur l'environnement extérieur. Donc on voit, ça c'est le plan. Alors on a le même plan ici avec donc l'entrée qu'on trouve ici, l'espace jour, cuisine, repas et séjour, avec un petit WC ici et un escalier qui rejoint les autres étages. Donc ça, on voit cette matérialisation ici. Donc on a toujours ces 4 boîtes en bois foncé qui sont vraiment ces angles qui sont tenus, et puis le reste, c'est vraiment l'idée d'avoir une ouverture sur le paysage. Donc voilà, c'est toujours le même espace, on se tourne, on a vraiment ce côté rayonnant aussi de cet espace central. L'étage supérieur, c'est quelque chose d'un peu plus simple. On a un toit à 2 pans, donc on a ici un mur qui fait la séparation sous la panne faîtière. Et puis on se retrouve avec l'escalier qui arrive là, un espace un petit peu jeu, chambre d'amis, et puis 2 chambres tout petites, plutôt des dortoirs qui sont voilà, toutes simples, avec on se tient debout uniquement sur la partie de circulation. Voilà, on coupe, donc on a vu l'espace jour en bas, l'espace nuit en haut, et puis au sous-sol, on a des locaux de stockage. Alors, en façade, on avait ces grandes fenêtres qui étaient quelque part un grand rectangle noir qu'on voulait finalement pas mettre, enfin essayer d'inclure dans un ensemble. Donc on a peint la façade en foncé aussi pour vraiment retrouver ce côté unitaire, enfin essayer d'unifier un peu avec ces fenêtres. Et puis on a décrépit tout le bâtiment et on a voulu laisser visibles les différentes étapes. Donc on voit ici l'étape initiale qui a été construite en pierre, la partie surélevée en 1980 en briques, et puis les interventions qu'on a fait, on a bétonné des fenêtres, on a refait des encadrements qui sont en béton et qui sont toujours visibles. Et l'idée aussi, c'est, alors on a ces fenêtres qui sont affleurées, on a vraiment l'idée de marquer ce bâtiment comme quelque chose de simple. Voilà, alors ça c'était les grandes fenêtres s'ouvrent, donc là c'est des fenêtres, c'est un peu expérimental, c'est des fenêtres qui font 3,20 m, 1 tonne, et puis qui s'ouvrent à la main. Avec un détail ici un peu compliqué, donc c'est vraiment de la grosse serrurerie, hein, c'est des gros profils qui tiennent ces trucs, des verres triples collés, enfin voilà. Bon, les autres façades, c'est un peu le même principe. On voit toujours ces textures variables. Voilà. Projet suivant, c'est la transformation d'un immeuble principalement de logements en vieille ville de Sion. Donc vous reconnaissez le Grand Pont. C'est ce bâtiment-là qui, alors bien sûr, qui est un bâtiment historique. Il a été construit par étapes, par agglomération de certaines parties de bâtiments. Il est dans sa configuration plus ou moins actuelle en termes de volume à partir de 1903. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit sur cette image. Donc pas grand-chose a changé. La fontaine s'est déplacée, les voitures ont, ont changé un peu. Alors il se situe dans une situation qui est assez intéressante parce qu'on a le Grand Pont ici, donc on a cette tête qui est sur le Grand Pont. Ce bâtiment, il a été accolé au bâtiment voisin, et puis ici on dispose d'un vide parce qu'il y avait un bâtiment ici, le bâtiment Garbacho, qui a donné le nom à la rue d'ailleurs, et qui était un bâtiment sur 5 niveaux qui a été probablement endommagé durant le tremblement de terre de 46 et qui a été démonté peu après 1946. Donc finalement, ça génère ici au sud une cour qui permet un peu de dégagement. Donc ça, c'est le bâtiment avant les travaux. Donc on voit qu'il y a une partie sur le Grand Pont qui est assez travaillée, avec un socle marqué, avec des chaînages d'angles, avec un dispositif de fenêtre qui est aussi assez travaillé, une corniche. Et puis la suite du bâtiment, elle est un peu plus hétéroclite, avec des fenêtres des années 70, avec des fenêtres différentes ici, avec
Ici, un espace de buanderie qui a été rajouté sur le toit avec un escalier qui a été fermé par la suite. Et puis, il y a pas vraiment, enfin, il y a peu de cohérence entre les parties. Donc, on a essayé d'unifier un petit peu ce bâtiment en remarquant le socle sur l'ensemble du bâtiment, en modifiant les fenêtres pour retrouver des fenêtres avec une forme un peu plus proche de ce qu'on trouve à l'origine, avec remarquer les encadrements avec de la peinture, mais retrouver un petit peu une cohérence entre les différentes parties. On a retracé ici, on voit mieux sur l'image, ouais, c'est cette image, on a retracé les corniches, redéfini le niveau du toit, remplacé la buanderie par un espace séjour qui est un peu une prolongation du toit. Alors je reviens, ouais. Alors ça c'est la vue de la tête qui est sur le grand pont. Ouais, je suis désolé, c'est pas dans l'ordre que j'imaginais. Voilà. Alors je fais dans l'ordre. Ça c'est une vue depuis le haut, donc on voit aussi cette partie arrière qui a été aussi complètement refaite. Et puis on retrouve un petit peu cet ensemble, cette corniche qui est remarquée, et puis cet espace, ça c'est un nouvel espace qui a été créé. Donc avant il y avait la buanderie en haut avec l'étendage ici. Donc on a profité ici pour faire une déclinaison du toit et créer un séjour, disons sous la toiture avec une terrasse. Alors ici on a aussi une terrasse qui a été créée avec, au deuxième étage avec un système de pergola qui commence gentiment à être colonisé par la végétation. Alors, donc pour les plans, ça c'est le rez-de-chaussée. Donc là on a le commerce qui emploie tout l'étage, qui est resté en activité. Donc on a eu très peu d'interventions sur cet étage-là, excepté quelques renforts sismiques et un petit peu d'isolation. Donc on a la cage d'escalier qui se trouve ici, à l'étage, au premier étage. Donc la cage d'escalier se tourne. Donc ça, c'est des éléments qui étaient existants. On n'a pas modifié les cages d'escalier. On trouve ici un espace de bureau sur cette partie-là et un 2 pièces et demie à l'arrière qui a un accès indépendant par ici, ce qui était déjà le cas avant. Et puis aux étages, on a donc deuxième étage, on a un 4 pièces et demie. Escalier toujours ici, l'entrée, l'espace cuisine-repas sur la tête qui donne sur le grand pont, le séjour ici, et puis 3 chambres là autour, avec chaque fois un accès sur cette terrasse depuis quasiment tous les locaux. À l'étage supérieur, on a aussi un 4 pièces et demie, un peu le même principe. La seule différence, c'est qu'on est au dernier niveau, donc on a profité de faire l'accès sur le palier et de ouvrir finalement cette cage d'escalier, et ce qui permet d'avoir à l'étage supérieur un escalier qui arrive dans cet espace sous les combles où on a le séjour en rapport avec la terrasse ici. Voilà une coupe. Rien de spécial à dire. Ça, c'est l'appartement du deuxième. Donc, on a des appartements qui ont une définition un peu différente en fait selon les propriétaires. Donc ici, au deuxième étage, on a une volonté de reprendre quelques matérialités ou images classiques. On a des parquets en chêne, on a des grosses plinthes en bois, on a des portes avec des encadrements. Ici, l'espace cuisine. Donc là, on a une volonté d'avoir une couleur assez foncée. Alors, on a un rond au plafond qui éclaircit un tout petit peu la pièce, mais qui aussi souligne le côté rayonnant de cet espace. Et puis, on a un traitement, des fenêtres qui a été fait parce qu'on a isolé à l'intérieur. Donc, tout cet encadrement est nouveau. Et puis, on a eu pas mal de réflexions sur est-ce qu'on marque ou pas les encadrements, est-ce qu'on garde ces radiateurs ou pas, ou comment. On a eu toute une série ici d'essais qu'on a fait. Voilà, on a des variantes avec des boiseries au fond ou pas. Enfin voilà, bref, toute une série d'essais qu'on a fait pour arriver ici à l'appartement de l'étage supérieur où là on a un autre traitement. Donc on voit toujours
avec cette fenêtre. Donc là, on a des finitions qui sont peut-être un peu plus abstraites. On a une résine au sol, on a ce gris qui remonte jusqu'au niveau des contrecœurs. L'idée ici, c'était de reprendre un petit peu cette image traditionnelle des boiseries qu'on avait souvent en partie basse des murs. Et puis, on a un peu cette horizontale qu'on retrouve partout dans la partie jour ici, qui est un peu cette ancienne image de boiserie. Voilà, donc là, on a l'entrée qu'on trouve ici et puis l'escalier qui accède au séjour qui est sous la toiture et l'image de ce séjour. Voilà. Le projet suivant, c'est la transformation d'une maison à Plata-Sion. Donc c'est un bâtiment. Alors c'est un bâtiment qui a été. Alors je vais vous montrer ça. Ouais. Alors on a travaillé avec l'architecte Johan Chopard en collaboration pour ce projet. C'est un bâtiment qui est protégé, qui est en l'occurrence le deuxième ici, qui est donc c'est une série de 4 maisons qui ont été construites en 1966 par les architectes Morisot, Fourer et Kibbutz, maisons qui ont été construites pour eux. Donc nous, on a eu la chance de travailler sur ce bâtiment-là qui était la maison de Morisot, de Paul Morisot. Et puis c'est son fils Vincent qui avait habité là, enfant, qui a repris cette maison pour sa retraite. Et puis c'était intéressant parce qu'on avait tout ce rapport aussi de ce qu'il avait vécu là. Et c'est des maisons qui sont vraiment hyper intéressantes au niveau comme témoins de l'architecture moderne. Il y a un travail du béton qui est hyper fin. Il y a la gestion de la pente qui est intéressante. Il y a une question aussi de gestion des tailles des choses qui est modeste, mais qui est tellement juste. On voit ici le plan de situation, par exemple. Donc, c'est chaque fois des parcelles de 450 mètres carrés. Donc, c'est tout petit, mais on a chaque fois un bâtiment qui est construit sur la limite avec une façade borne. Et chaque maison dispose d'un espace extérieur qui est vraiment privatisé, qui est généreux pour dire la taille de la parcelle. Donc on voit, ça c'est depuis le nord, donc on a l'accès qui se situe ici. Et puis donc la maison et cet espace qui protège l'espace extérieur qui est derrière. On a l'impression d'avoir rien fait, mais en réalité, il y a eu beaucoup de travail dans le béton, il y a eu beaucoup de choses rouillées. On a dû vraiment refaire pas mal de traitements en façade. Donc disons, on a plus fait de la rénovation que vraiment de la construction, ou de la restauration plutôt. Voilà, donc le dispositif d'entrée, un petit escalier, la porte d'entrée ici, tout un petit dispositif assez fonctionnel. Donc là, on est sur la terrasse. Donc on a cette grande ouverture ici qu'on a transformée en élément coulissant, donc qui peut se ranger derrière le mur. Et on retrouve ici une liaison assez forte entre la partie repas et la terrasse. Voilà, on coupe. Donc avec ces grands toits qui suivent la pente, on a à chaque fois l'espace principal jour ici et on a un espace en mezzanine en dessus et en dessous les chambres. Je m'excuse, les plans sont à l'envers par rapport à la coupe. Hein. Donc on a maintenant l'entrée qui se situe là. Entrée, espace cuisine, repas et séjour. Donc on a fait quelques modifications qui sont assez mineures, mais on avait ici la cuisine qui était fermée en laboratoire, une toute petite cuisine qui devait faire 6 mètres carrés. Donc ça convenait plus en termes de fonctionnement. Donc on a ouvert cette cuisine. Ouais, aux étages aussi. Donc ça c'est le niveau inférieur où on a les chambres. Donc avant on avait 3 chambres avec des chambres tout petites. Donc là on n'en a plus que 2. La chambre principale, le bureau. À l'arrière on a un WC,
enfin une salle de bain, un réduit, un abri. Donc ça, c'est des espaces qui sont enterrés. Et puis à l'étage, donc sur l'espace un peu en balcon sur le séjour, on a une salle de bain ici et puis une chambre d'amis ou qui est aussi un deuxième séjour. Voilà, donc ça c'est l'image l'image avant les travaux. Donc il y avait des choses qu'on a trouvées très intéressantes, qu'on a voulu garder, d'autres un peu moins. Donc ce qu'on trouvait intéressant, c'était notamment le travail du béton. Donc on avait tout ce béton ici qui était visible, on avait des endroits visibles, on avait des endroits ici où le béton avait été caché par un gros crépi un peu rustique blanc. Également aussi dans ces parties-là. Donc on a essayé de retrouver un petit peu ce qu'on trouvait essentiel et puis vraiment simplifier un tout petit peu cette image. Donc on voit là, on a retrouvé partout où on a pu retrouver le béton, on l'a retrouvé aussi autour de cette cheminée, cette banquette. Donc on a profité bien sûr pour isoler le bâtiment, donc on a refait les doublages ici avec des éléments toujours en bois mais des panneaux de chêne. On a aussi retrouvé des lampes en papier de riz qui correspondaient à ce qu'il y avait à l'origine. L'espace cuisine, donc qui est cet espace maintenant ouvert, qui était avant fermé. On voit ici encore la trace de l'ancienne cloison. Et puis au fond, cette porte coulissante qui peut se rentrer et qui donne cet accès sur l'espace extérieur. Je profite pour vous dire que cette maison sera visitable aux journées SIA de cet été, si ça vous intéresse. Voilà, on voit un peu ce traitement du béton qui est hyper soigné, qu'on a trouvé super intéressant. Avec des dimensions aussi qui sont... Ouais, tout est assez serré, mais on voit que c'est vraiment... Il y a un gros travail de réflexion à l'époque. L'étage inférieur, donc là, on est doublé en bois, donc ça, c'est les chambres, entièrement doublées en bois. Et puis, voilà, encore la petite salle de bain en mosaïque de verre avec un éclairage ici par un seau de loup, un peu une amenée de lumière naturelle. Voilà, dernier projet qu'on vous montre aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui n'est pas encore réalisé, qu'on espère réaliser bientôt. Donc, c'est le bivouac de Mittel-Aletsch. Donc, c'est un petit local un petit abri, si on veut, pour les alpinistes qui se rendent notamment à l'Aletschhorn. Donc, ça se situe proche du glacier d'Aletsch. C'est à 3100 mètres d'altitude. Il y avait déjà un bivouac qui a été emporté par une avalanche en 2019 ou 2018. Donc, c'est ce qu'on voit un peu le reste ici. C'était un bâtiment qui faisait ça. Donc, ça, c'est un peu des... Alors, nous, on n'a pas participé à ça, mais c'est assez intéressant. Ils se sont dit qu'actuellement, l'ancien bivouac, c'était ce point vert, là, sur cette carte. Et puis, ils ont étudié différents autres emplacements, disons, pour essayer d'éviter le plus possible les dangers naturels. Donc, on a toute une série de cartes comme ça avec les simulations d'avalanches. Il y a toute une série pour les avalanches et il y en a encore pour les chutes de pierre. Et puis, ils ont décidé finalement de choisir le point rouge, là, qui est dans une zone un peu moins soumise aux avalanches, mais quand même soumise aux avalanches. Donc, la contrainte, c'était d'avoir un logement pour 20 personnes, donc confort très sommaire, mais qui puisse résister aux coulées de neige. Donc ça, c'est un petit peu nos références, disons, pour le concours. C'était avoir quelque chose qui s'apparente à un abri primitif en termes de forme. Aussi le paravalanche, la forme assez typique du paravalanche, et finalement une forme qui est assez hydrodynamique finalement pour suivre cette coulée de neige. Ou subir le moins possible cette coulée de neige plutôt. Donc on voit ici les élévations ou les coupes. Donc on voit, c'est vraiment l'idée d'avoir un volume très simple, qui s'apparente à une espèce de coin comme ça qui est enfiché dans le terrain.
et qui pourrait fendre un petit peu ces coulées de neige. Donc on voit la face amont qui est finalement tout petite. La face avant, où on a ici une partie vitrée qui permet, ce qu'on voit sur la coupe ici, d'emmagasiner des gains solaires, surtout en hiver quand le soleil est bas. Et puis qui protège un tout petit peu l'espace d'entrée ici, légèrement abrité. Donc on a l'espace d'entrée qui se trouve ici, on va peut-être voir mieux en plan. Donc le rez-de-chaussée, espace d'entrée, local à ski, corde, piolet. Un petit WC local qui fait aussi local de secours. Et puis ensuite, on monte ici pour arriver dans cet espace où on a côté vitrage un petit espace réfectoire et puis des lits à l'arrière qu'on voit ici ou encore à l'étage ici. Donc on trouve que c'est un projet intéressant parce que c'est vraiment la forme qui obéit aux contraintes du site. Voilà une simulation de l'espace intérieur, donc espace réfectoire, les lits qu'on voit ici superposés au fond. Et puis voilà une image de l'extérieur. Donc l'enveloppe, c'est l'idée de faire une structure. Donc c'est une structure en bois, mais il y a une enveloppe en acier corten. On voit que c'est des rochers, ça s'apparente aux rochers qui ont de l'oxyde de fer et qui rouillent un peu dans ce secteur. Et puis c'est un petit peu l'idée de retrouver cette matérialité-là en étant assez irrégulier. Voilà. Et la face vitrée et entrée qui se trouve là. Voilà. Merci.